C'est une tendance qu'on ne peut pas nier, c'est bien que la culture, la langue, la musique, les arts, est bel et bien devenue une industrie. Et si autrefois on pouvait considérer que c'était dans la marge, relégué au folklore, aujourd'hui la culture est le deuxième aspect le plus important de l'économie québécoise, le deuxième employeur, que ce soit en termes de plateau de télévision, d'enregistrement, de diffusion web, de comédiens, de maisons de production, de cinéma, de réalisation de jeux électroniques, d'animation électronique, de gestion de contenu, comme on dit communément, indéniable, la culture est devenue une affaire de gros sous. Et ça, c'est donc pas sans impact. C'est pour cette raison-là que je profiterai de l'occasion pour faire une espèce de panorama de l'évolution culturelle du Québec à titre d'industrie, en partant du tout début, c'est-à-dire en commençant avec ses premiers âges. On lui a fait allusion dans les tout premiers cours de la session, là, lorsque je vous parlais que dans les chantiers forestiers, la musique irlandaise a côtoyé les chants canadiens-français jusqu'à fusionner au point de donner ce qu'on appelle le trad québécois aujourd'hui. Au-delà de ses accents, de ses influences, de ses caractéristiques présentes dans le conte, dans la complainte, dans le chant, dans le reel, il demeure que cette industrie-là a comme caractéristique de se présenter, comme je le dis ici, comme un métissage d'apports français et anglo-saxons qui évolue sur plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'on appelle cet âge l'âge des créateurs parce que c'était les créateurs eux-mêmes qui voyaient à concevoir, à exécuter puis à diffuser leur musique, ne serait-ce que pendant des soirées dansantes ou lors de veillées. Ça faisait en sorte que le métissage, les mélanges étaient constants. Une chanson, un conte n'était jamais considéré comme définitif, complété, puisqu'il évoluait de soir en soir au hasard des interprètes et des versions ou bien de ce qu'on mettait dans son verre. Par conséquent, cette culture va évoluer sur près de 2 siècles jusqu'à ce que l'industrie, et notamment la technologie, permettent de la capter désormais sous forme de photographie, de disques, d'enregistrements sonores variés et bien sûr d'images filmées peu à peu. À ce moment-là, ce qu'on appelait la culture des créatifs va devenir ce qu'on appelle désormais le folklore. Alors, vous m'en dites, c'était quoi la nuance? On peut bel et bien la définir ainsi. Le folklore, c'est bel et bien lorsque le moment où la culture traditionnelle ou créative se fixe sur un support, que ce soit sur un disque ou dans des versions définitives, et que dès lors, elle n'évolue plus. À ce moment-là, elle devient en somme objet de conservation, de vénération dans certains cas, mais à tout le moins, elle a perdu sa caractéristique essentielle, c'est-à-dire d'être largement improvisée, issue des producteurs elles-mêmes et en constante évolution. One of the most enjoyable moments I spent in this series was when I joined the French-Canadian fiddler Jean Carignan in a work written for him by the pop composer André Gagnon, simply called Concerto pour Carignan. Jean Carignan, because of his great skills, is deservedly one of the most sought after of all Canadian entertainers. He's a master of both his instrument and his own and very particular style. Donc, la technologie, parce que c'est bel et bien elle qui inaugure cette période-là, amène un nouvel âge dans la culture québécoise. Je vais prendre le levier, encore une fois, de la musique, mais ça aurait pu être la même chose à propos du théâtre, du vaudeville, de la comédie, des arts de la scène en général. C'est l'âge, à partir en gros de 1925, la généralisation de la radio, l'essor de l'industrie du disque et créer une première forme de vedettariat. C'est-à-dire qu'il y a des interprètes qui deviennent connus, dont on convoite la présence sur scène à divers endroits, amenant la création de boîtes à chansons, de music-halls et bientôt de tournées dans les sous-sols d'église ou que sais-je. C'est l'âge des impresarios. Un impresario, c'est bel et bien un individu, un agent, qui prend un artiste sous son aile et qui décide d'en faire, en somme,
un produit culturel vendu soit dans des spectacles ou sous forme de disques. Marqué bien sûr par certains noms célèbres, Jean Grimaldi, tristement célèbre Guy Cloutier ou le bien connu René Angélil, l'époux de Céline Dion, qui furent à leur manière des entrepreneurs en artistes qui dominent jusqu'à des années 1960. On associe ça à l'époque d'Olivier Guimond, des tournées de troupes de théâtre ou de musique. Il y a tellement de bons danseurs à Boston. Oui. Quand ils se rencontrent sur la rue, au lieu de se parler avec des paroles et des mots, sais-tu de quelle manière ils se parlent? Non. Avec les pieds. Puis, écoute, le pouce, mes pouces égales. Oui, en dansant, en faisant des pas de danse. Et je parle avec les pieds. Certainement. Serais-tu capable de me dire quelque chose, toi? Oui. Mais seulement tu ne comprendras pas. Tu connais pas assez la danse pour ça. Ben, on ne sait pas. Je peux peut-être saisir quelques mots. Saisir. Bon, ben, je vais te faire quelques pas de danse. Ouais, ben. Essaye de saisir. Dis-moi quelque chose, là. Va te dire quelque chose en dansant. OK. Alors, je vais voir. As-tu compris? Ah, t'as parlé en anglais, toi, là? Non. Mais non, j'ai pas parlé en anglais. C'est en français. J'ai pas compris un mot? T'as bien compris? Non. Ouvre-toi les oreilles. Ben oui, répète-moi ça, mais parle plus tranquillement. Ben oui. Détache tes mots. Détache tes mots avec mes pieds. T'as pas fouillé un peu tout à l'heure. Non. Écoute bien. Oui. Avec un pion. Un pion, oui. As-tu compris? Ouais. Alors, tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire? Non, qu'est-ce que tu vas dire? Ça veut dire les bonnes vieilles bines de Boston. La musique enregistrée, la radio, le cinéma, ainsi que l'amplification sonore décuplent l'auditoire, donnant naissance à la musique populaire. Des agents d'artistes, des impresarios recrutent alors des artistes issus de la culture traditionnelle afin de les mener en tournée dans les spectacles. Alors, ces impresarios-là, où vont-ils puiser? Ils vont les chercher dans la culture traditionnelle, les artistes de la culture traditionnelle, que ce soit Jean Carignan, que ce soit Mary Travers, la Bolduc, que ce soit Ovila Légaré, Oscar Tifo, des gens qui faisaient les plaisirs des veillées dans leur village, mais qu'on recrute, qu'on va chercher afin dire qu'ils puissent faire profiter un plus grand nombre des styles de leur art, mais surtout qu'on puisse en faire un produit qu'on peut vendre et acheter. Cet âge des impresarios domine jusqu'au moins les années 1960. Il était commun à l'époque que les artistes et leurs impresarios fassent des tournées et aillent eux-mêmes vendre leurs produits devant les postes de télévision et devant les postes de radio. C'est à ce moment-là que la télévision entre en scène. À partir de 1960, c'est le début de l'âge des diffuseurs. Désormais, la télévision mène le jeu. C'est désormais la télévision qui va dominer l'ensemble du secteur et qui va faire en sorte que c'est elle qui donne ces mots d'ordre. C'est elle qui crée les goûts, c'est elle qui recrute, c'est elle qui laisse parler les impresarios, qui écoutent les artistes, mais qui décide de son contenu diffusé pour le public. En vue de, bien sûr, de satisfaire qui? Satisfaire les commanditaires. Les marques de savon, les marques de bière, les marques de voitures qui annoncent lors des émissions télévisées ont des goûts, ont des préférences, ne veulent surtout pas choquer leur public. Alors, on assiste à une forme de culture très standardisée, très aseptisée, qui ne laisse plus place à un sacre ou un Christ ou encore moins à une expression vulgaire ou trop avant-gardiste pour s'en tenir à un goût standardisé. C'est le début de la musique un peu gna-gna, des berceuses, des chansons d'amour pas trop osées, de sorte que le public est satisfait et peut, repu dans son salon, écouter la musique qui tourne à ce moment-là. Mais la musique est très semblable d'une époque à l'autre. Et je vais vous faire écouter un extrait très intéressant où on voit comment TVA, notamment Céline Dion, Julie Schneider, mettent en scène des artistes afin bien sûr de meubler du temps d'antenne, mais que ces artistes-là font littéralement ce que leur producteur, ce que le diffuseur leur dit. Lorsque vous voyez en scène là, arriver un après l'autre les artistes, c'est essentiellement, toi, c'est ton tour, on ne te connaît pas, mais tu vas devenir une vedette du jour au lendemain grâce à TVA. Alors, tu vas chanter ton petit bout de ritournelle, tu vas passer à La Voix, tu vas passer à Star Academy, mais et tu vas en tirer un immense bénéfice. Alors, tu vas t'en tenir à une musique qui est très sage, très propre, parce qu'il ne faut pas offenser les ménagères à heure de grande écoute et surtout pas nos commanditaires.
C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même poste. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps, tel le même crépuscule qui a 10 ans. Trottoir usé par les regards blessés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, l'académie, qui seront là. 4, 3, 2, 1, 0. C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même poste. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. Belle et Billy, me regardera-t-elle? Stéphane voulait explorer le subconscient. Monte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé le soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 4 gamins. T'as réussi, tu fais des shows. Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien? On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même poste. C'est l'époque de l'apogée de la culture de masse. Je vous en ai déjà parlé. À ce moment-là, la télévision francophone, notamment, est en mesure de véritablement créer un esprit, une culture québécoise de toutes pièces, une culture de masse francophone à laquelle s'identifient 6 millions de francophones qui écoutent tous La Petite Vie, qui écoutent toutes Poudre Banane, qui écoutent tous Céline Dion, qui écoutent tous Jean Leloup ou bien les colocs à une certaine époque. Qui sont, en somme, la télévision était devenue un puissant moyen de créer un sentiment d'identité nationale, beaucoup mieux que même que l'avait fait à son temps, par exemple, l'Église ou bien l'appartenance au folklore québécois. Cet âge des diffuseurs va régner tout le temps de l'âge d'or de la télévision. Et c'est au début du 21e siècle que son empire se fissure. L'empire de la télévision n'existe plus aujourd'hui, même si les téléviseurs existent toujours, parce qu'elle a perdu son emprise, son monopole, dirions-nous, sur les heures de grande écoute et que les goûts du public se sont énormément diversifiés, notamment du fait de la télé à la carte et du choix colossal qui s'offre par Internet. Le signal d'alarme a été lancé avec le déclin du CD et l'avènement des podcasts, des playlists qu'on pouvait faire tenir dans un petit appareil portatif alimenté par clé USB où on pouvait mettre la musique du monde entier en quelques instants. Or, cet âge des créateurs que vous connaissez bien, vous en êtes issus, fait en sorte que si dans les années 70 jusqu'à 80, le monde que j'ai connu moi, si tout le monde écoutait la même télévision, en gros, écoutait la même musique, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Une fois cela entendu, quel est l'impact sur l'industrie culturelle comme telle? On assiste à un phénomène tout à fait remarquable. D'abord, ce nouvel âge des créateurs a profondément dépouillé les créateurs de revenus de leurs œuvres. Aujourd'hui, sur Napster, on vend les pièces pour 99 sous. Là. Les artistes n'en voient que jamais la couleur. On a entendu ce discours-là des artistes qui sont devenus dépendants de l'âge des diffuseurs et qui dépendaient jusque-là des contrats passés par un impresario. Désormais, ils ont perdu leur pouvoir, leur levier sur l'industrie culturelle. Ils en sentent énormément ils en ressentent les contre-coups. En revanche, les nouvelles possibilités technologiques ont ouvert le champ à une diffusion sans précédent de la diversité. Cette diversité-là s'exprime notamment du fait, et c'est pour ça que j'appelle ça un nouvel âge des créateurs, ces créateurs-là, dis-je, sont à nouveau en contrôle de leur appareil de diffusion. Si Jean Carignan diffusait sa musique dans les veillées, aujourd'hui, dans votre salon, vous pouvez diffuser votre musique pour le monde entier. C'est la même chose avec vos podcasts, c'est la même chose avec vos vidéos YouTube. Vous êtes désormais détenteur
de votre contenu, mais aussi de votre contenant, et voyez vous-même à sa diffusion. L'impact est énorme puisqu'il permet de libérer la créativité comme jamais l'âge des impresarios ou encore plus l'âge des diffuseurs l'avait permis. Les audaces les plus incroyables sont possibles. La diversité, la personnalisation des œuvres est désormais possible. Ajoutez à ça aussi les nouveaux outils technologiques qui permettent de créer des œuvres originales de grande ampleur avec très peu de moyens. Ainsi, des youtubeurs québécois vendent autant leurs produits en France, en Belgique, partout dans la francophonie et la traduction instantanée partout dans le monde, autant qu'au Québec et parfois même plus. Je vous fais écouter un exemple significatif à cet égard. Salut les filles! Aujourd'hui, je voulais vous montrer un look complet de la tête aux pieds. Maquilleuse, c'est en quoi j'ai étudié. Ensuite, j'ai ouvert ma chaîne sur YouTube, donc on peut m'appeler peut-être YouTubeuse beauté. Donc, je donne des conseils maquillage, beauté, coiffure, mode, des fois psycho aussi un petit peu. À chaque fois que je vais au centre-ville à Montréal, c'est immanquable, il y a une fille qui va venir me parler, qui va me reconnaître. Donc, ça arrive souvent, puis c'est drôle parce que les autres gens autour n'ont aucune idée je suis qui. Pour sa 11e édition, le Festival de la pop culture Polymanga a convié la youtubeuse beauté Cynthia Dulude. Impatiente, plusieurs dizaines de ses fans suisses s'étaient donné rendez-vous à Montreux pour enfin rencontrer leur meilleure amie, comme on la surnomme, en chair et en os. En fait, je savais déjà qu'il y avait des gens qui m'écoutent en Suisse parce que je peux le voir dans mes statistiques. Il y a vraiment tous les pays francophones en différents pourcentages vont m'écouter. Et en premier, c'est la France. Donc, ça m'est déjà arrivé il y a 2 ans d'aller en France et de faire ça, ce que j'appelle des meet-up où tu rencontres tes abonnés, tes fans. Il fait aussi des coiffures, puis enfin, tout le monde peut les faire. C'est assez facile. Je filme tout seul, en fait. Donc, c'est moi qui fais les éclairages, la caméra, le montage. J'ai vite su qu'au Québec, ça pourrait prendre jusqu'à 7 ans si tu veux vivre de tes contrats. C'est sûr que les premières années, c'est un petit peu décourageant. Donc, je me considère comme chanceuse d'avoir pensé à YouTube comme deuxième job, pour aller partager mes passions, mes connaissances. Puis aujourd'hui, encore une fois, je suis assez chanceuse pour pouvoir en vivre. Même encore aujourd'hui, quand je dis aux gens qu'on peut gagner sa vie avec YouTube, ils me regardent avec des gros yeux puis ils me demandent comment. Mais en fait, c'est ça, c'est les revenus publicitaires. C'est un peu le même principe que sur un site, un blog, là, quand il y a de la publicité, là, YouTube va garder une partie des revenus puis t'en remettre un pourcentage aussi. Donc, dans le fond, plus tu as de vues sur les publicités, plus tu fais de l'argent. C'est simple comme ça. Outre ce fait, donc, beaucoup de questions se posent toujours à propos de l'époque dans laquelle on vit. On a d'un côté des artistes qui n'ont jamais vu aussi peu d'argent de leur vie, puisqu'ils sont dépourvus de contacts, de leviers, de moyens de pression sur la diffusion, qui se fait désormais à leurs dépens sans eux. Ils sont devenus simplement du contenu. Et de l'autre côté, on peut parler aussi de nouvel âge d'or, puisque les créateurs n'ont jamais eu autant de possibilités qu'il leur était offert de parler directement à toute la planète. Quelle conclusion tirer en cet égard? Bien sûr, il est bien sûr trop tôt et je ne suis pas spécialiste. Il demeure que cet éclatement des frontières, cette dissolution de l'identité nationale dans une culture mondialisée devrait se poursuivre. Bien sûr, je n'ai pas du tout parlé de ce qui est dit, ce qui est chanté, ce qui est montré dans ces œuvres. Ça aussi a son importance. Mais il demeure que l'industrie culturelle par elle-même conditionne un mode de consommation de la culture qui va dans un sens de plus en plus grand vers une dissolution de l'identité nationale, de l'appartenance et de l'enracinement, à tout le moins géographique, de l'artiste. Phénomène tout à fait remarquable de hériter de l'ère des diffuseurs, c'est certainement le concept de convergence. La convergence n'est pas née au Québec, c'est un concept américain où il était question qu'à la fin du 20e siècle, de s'arracher des catalogues d'œuvres. Vous avez peut-être vu ça passer. On s'attachait à la propriété du catalogue des Beatles, de Michael Jackson. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de la diffusion Internet, on s'apercevait que la diffusion ne coûtait plus cher. Posséder un poste de télévision ou des caméras était devenu inutile. Désormais, ce qui avait valeur, c'était le contenu, le fameux contenu culturel. Alors, les producteurs et les diffuseurs, voyant leur manne s'épuiser, se dire « nous ne sommes rien sans le contenu », on a donc vu de grands producteurs se porter acquéreurs de contenu. Au Québec, ça marchait à peu près nulle part. Les contenus leur échappaient et tout ça a été piraté. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le modèle d'affaires de la convergence traverse une grande crise. Il n'y a guère qu'un seul endroit où ça fonctionnait, c'est au Québec.
La convergence a pu se réaliser au Québec à cause de ce qui a été relativement unique et clos du marché francophone. Et ça nous vient, bien sûr, essentiellement de l'atout extraordinaire que nous procure le fait de parler français. Le fait de parler français en Amérique est souvent présenté comme un handicap depuis Lord Durham, on le sait. Mais il demeure que c'est également et tout autant un fabuleux outil de développement culturel. Ça fait notamment en sorte que Montréal est rien de moins que le 3e pôle de diffusion culturelle en Amérique. Là. Immédiatement après Hollywood, Los Angeles et New York, c'est Montréal qui concentre la plus grande diversité, la masse critique la plus importante d'industrie culturelle de tout ordre, là. Que ce soit en termes de théâtre, de télévision, de diffusion web, de production musicale. Pourquoi? À cause de la spécificité française. Un exemple tout bête, domaine, par exemple, c'est la publicité. Alors que pour le monde entier, à tout le moins pour toute l'Amérique du Nord, les produits de consommation américains produisent un seul spot publicitaire avec des vedettes américaines en anglais, à cause de la spécificité du Québec, même les multinationales américaines qui comptent vendre sur le sol québécois doivent utiliser des producteurs et des porte-paroles qui sont francophones. Il y a un cas d'école là-dedans qui est étudié depuis longtemps. Dans les années 80, il y avait une pub pour Coca-Cola, le plus grand producteur de boissons gazeuses au monde, qui mettait de l'avant Michael Jackson comme figure et qui passait des spots publicitaires traduits au Québec. Ça ne fonctionnait pas. Des pubs traduites au Québec ne fonctionnent pas. Ce sera la compagnie Pepsi qui va plutôt tabler sur Claude Meunier, vous savez, le papa dans La Petite Vie, pour vendre ses boissons gazeuses au Québec qui va se carrer. En d'autres mots, les publicitaires, les multinationales comprennent que le Québec ne consommera des produits que s'ils leur sont annoncés et vendus non seulement en français, mais aussi par des porte-paroles qui traduisent sa culture et ses sensibilités. C'est juste un exemple pour montrer combien Hollywood n'a pas autant d'emprise ici qu'ailleurs. On l'a vu avec le cinéma. Même si les blockbusters de Hollywood fonctionnent bien ici, il y a toujours un 15-20% du marché qui est réservé à du film francophone au Québec, ce qui est tout à fait une anomalie, là. Vous n'avez pas ça au Canada anglais où le cinéma canadien n'existe littéralement pas. Cette spécificité-là, dans le domaine du cinéma, je viens de parler de la pub, on pourrait aussi parler des téléromans, des séries, fait en sorte qu'il y a à Montréal une industrie colossale, importante, dans laquelle vous allez peut-être même un jour travailler, qui est 120 000 emplois au Québec, dans le domaine de la culture, du divertissement et de la diffusion culturelle. Bien sûr que c'est devenu le premier employeur au Québec, bien loin devant l'industrie minière ou l'industrie forestière. Présente dans l'industrie du cinéma, de la télé, de la radio, du livre aussi. Il faudrait parler des centaines, des 300 quelques éditeurs de livres, de magazines qui existent encore au Québec, et ainsi que le réseau des librairies. Il faut donc considérer qu'il y a là-dedans un joueur québécois, pour ne pas le nommer, qui a compris l'intérêt que revêt ce marché très particulier de 7 millions de francophones au Québec et qui offre qui s'est emparé d'à peu près l'ensemble là, de la palette culturelle. Cette photo-là est tout à fait remarquable. Vous avez 6 personnes qu'on s'étonne de voir réunies. Complètement à gauche, vous avez René Angélil, l'époux de Céline Dion, Francine Robert, qui est la femme de Denis Arcand, mais accessoirement une des grandes productrices de films au Québec. C'est elle qui a produit des blockbusters comme Séraphin et puis Aurore. Au milieu, Julie Schneider, animatrice de télévision, qui était à ce moment-là l'épouse de Pierre-Carl Polado, héritier de l'Empire québécois. Lui-même à côté de Céline Dion, épouse de René Angélil, mais d'abord méga vedette mondiale, issue du Québec et fière de ses origines, et surtout maillon essentiel de l'industrie culturelle québécoise et joueur incontournable de la convergence de Québécois. Et enfin, Denis Arcand, cinéaste de génie, réalisateur de films aussi connus que Le déclin de l'Empire américain, qui a à la fois gagné des Palmes d'Or à Cannes et des Oscars à Hollywood. Ils incarnent bien à leur 6 l'espèce de confrérie de la convergence qui garde la haute main sur la culture de masse québécoise, qu'on le veuille ou non. On a déjà vu d'ailleurs pour le cinéma québécois l'impact de la culture de masse. Bon nombre des gros blockbusters du cinéma québécois ont d'abord été, comment je pourrais dire, dopés par leur promotion télévisuelle. On pense aux Boys, là, La Grande Séduction, Les Invasions barbares, Crazy, etc. Et
si on cherche le dénominateur commun d'un film qui marche au Québec, est-ce que c'est une comédie? Oui, souvent, mais pas toujours. Est-ce que c'est un film à gros budget? Non, pas forcément. Des films comme La Grande Séduction n'avaient pas un gros budget, encore moins un Cruising Bar ou bien, que dire d'Elvis Gratton. Donc, décidément, qu'on le veuille ou non, ce qui explique un grand succès en général au cinéma québécois, c'est le fait qu'on y retrouve des vedettes qu'on retrouve autrement au petit écran, dans des téléromans, dans des séries, des gens comme Rémi Girard à son époque, Marcel Sabourin, des femmes comme Guylaine Tremblay, qu'on voit régulièrement à la télévision, ont tendance à aller attirer leur public en salle. Donc, tout ça participe d'un même ethos d'une culture de masse francophone. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que les succès du cinéma québécois semblent décliner au fur et à mesure que la télévision elle-même décline comme facteur d'unification de la culture québécoise. On voit donc les blockbusters du cinéma québécois, tout compte fait, bon, vous avez les recettes, etc., les titres, bon nombre là-dedans, vous les avez surtout vus à la télévision, Bon cop, pas de cop, De père en flic, Un homme et son péché. La réalité, c'est que ce qui est remarquable, c'est le temps très bref, là, cette fenêtre très brève pendant laquelle le cinéma québécois a rencontré de grands succès. Essentiellement, là, s'il y a eu quelques anomalies avant, à compter de 1995 jusqu'en gros 2009. Là. Depuis De père en flic, il n'y a guère eu de films québécois qui ont rencontré le succès. Mais regardez la foudroyante carrière que connaissent nos films, au contraire, au début du 21e siècle, à l'époque où il était encore possible, où ce couple télévision-cinéma fonctionnait à plein au Québec et où on pouvait tirer les téléspectateurs de leur salon pour les amener dans les salles de cinéma. Alors, l'industrie culturelle a laissé des traces. Encore aujourd'hui, même si c'est très loin, des gens comme Gilles Latulippe, auteur de Vaudeville, issu de la culture populaire lui-même, qui s'est d'abord fait connaître dans des tournées dans des sols d'église et qui a été une vedette de TVA, continue à habiter nos mémoires. Il y a même Paul Buissonneau, artisan du théâtre, qui a tenu longtemps un théâtre, le Katsu. C'est lui, par exemple, qui a produit le fameux spectacle L'Hostie Show. Et d'abord et avant tout connu dans les mémoires comme un comédien télévisuel. Muriel Millard aussi, écoutez, ça nous ramène loin, là. Dans les années 40-50, même si son nom est encore connu, elle est intimement associée à la grande aventure des musicals à Montréal. Elle, des Lily Saint-Cyr, des Alice Robbie, continuent à être des noms qu'on entend en plus du sien, qui rappellent en somme l'époque où il y avait une véritable culture de masse au Québec. Cette culture de masse est en dissolution du fait, notamment, je l'ai mentionné, de la technologie. Elle vient aussi du fait que de plus en plus de Québécois sont issus d'une culture autre et surtout qu'ils conservent cette culture même une fois installés au Québec. Que Montréal compte beaucoup d'immigrants, il n'y a rien de bien particulier. Les grandes villes nord-américaines sont aussi également peuplées de communautés culturelles, tant à Toronto, New York ou Boston. Le fait remarquable à Montréal, c'est qu'en général, elles conservent leur langue maternelle plus longtemps. Notamment, et il faut bien le dire, du fait que le statut de langue officielle du français est constamment contesté, qu'il faut rappeler l'importance d'apprendre le français au Québec, mais aussi du seul fait qu'il y ait à Montréal une minorité anglophone fait en sorte que l'immigrant ne se sent pas pressé d'adhérer à l'une ou l'autre des langues présentes au Québec. Par conséquent, italien, arabe, mandarin, c'est-à-dire chinois, parlent davantage leur langue et plus longtemps. On retrouve ainsi la troisième langue la plus parlée à la maison, après le français et l'anglais, l'italien, l'arabe, l'espagnol aussi, le mandarin et le grec. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on les retrouve surtout dans certains quartiers. Les Italiens, longtemps associés à la rue Saint-Laurent, ce qu'on appelait la Petite Italie, vivent surtout maintenant dans le nord-est de Montréal et sur l'île Jésus, notamment à Montréal-Nord et à Ville-d'Anjou. Que les Espagnols sont demeurés surtout au centre-ville, notamment sur l'axe de la rue Saint-Laurent, dans le quartier du Vieux-Montréal d'ailleurs. Que les Grecs, après avoir longtemps habité avenue du Parc puis Parc Extension, se retrouvent surtout aujourd'hui à Ville-Saint-Laurent et au nord à Laval, notamment à Sainte-Dorothée. Que les Chinois, notamment, qui on retrouvait bien sûr dans le Chinatown de Montréal, se retrouvent beaucoup aujourd'hui sur la Rive-Sud à Brossard et aussi dans l'West Island autour de Dorval. Donc, ces communautés-là retardent leur intégration à la société québécoise et font en sorte que
d'éroder encore plus le caractère unique de la culture au Québec, assure la diversité, certes, mais aussi assure les malentendus entre les communautés. Parce que ces communautés qui gardent leur langue maternelle sur le territoire de la région de Montréal ont peu de relations avec le reste du Québec francophone. On les voit très peu s'installer en banlieue lointaine ou encore plus prendre un chalet, par exemple, ou visiter le reste du Québec. Donc, décidément, il faut quand même le déplorer. Pour l'essentiel, leur camp de base, c'est l'aéroport international de Montréal, avec lequel ils entretiennent beaucoup de rapports, soit pour retourner voir de la famille ou en recevoir. De manière générale aussi, ils utilisent davantage que le reste de la population la télévision câblée, la télévision à la carte. Notamment, la technologie leur permet de continuer à écouter la télévision de leur pays d'origine, en somme retardant d'autant leur intégration à la société québécoise.